Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce 16e épisode. Merci encore une fois d'être toujours aussi présent sur YouTube et sur les différentes plateformes de streaming musical. On est toujours plus nombreux et je fais toujours des profils aussi inspirants. Merci en tout cas pour ça. N'oubliez pas qu'il y a le format YouTube aujourd'hui à partir de cet épisode-là. Donc continuez à donner de la force et à être présent et à laisser des j'aime, des avis, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. N'oubliez pas. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, directeur d'école de commerce, ESG Sport, ESG Luxe, à seulement 30 ans. Et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Antoine Bertheux. Antoine, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Arthur de m'accueillir pour la table de l'insertion. Bah, c'est normal. Et j'avais à cœur d'inviter quelqu'un qui a su performer très tôt. Et surtout, j'avais envie de comprendre un peu le cheminement, comment on arrive du coup aussi rapidement à la tête d'une école, 2 écoles comme ça. Est-ce que là rapidement, parce que je sais que c'est pas la partie principale sur laquelle on va s'appuyer, mais est-ce que tu peux me raconter un petit peu le petit Antoine et le cheminement du coup avant d'arriver à ce poste clé si jeune ? Du coup, moi, je m'appelle Antoine Bertheux et je suis un petit garçon de banlieue. J'ai grandi à Marne-la-Vallée. Voilà. J'ai été élevé par ma mère en grande partie. Et effectivement, très vite, après un DUT technique de commercialisation, j'ai décidé de faire une école de commerce. Ça a été un enjeu important pour ma famille parce que financièrement, c'était pas facile. Tu vois, c'était engageant de décider de prendre le risque de financer des études pour une famille très modeste comme la mienne. T'es l'aîné ? Oui, je suis l'aîné. Okay. Je suis l'aîné. Et du coup, voilà, c'était, si tu veux, cet investissement, c'était un vrai investissement et je l'ai ressenti comme tel. Il fallait réussir parce que derrière, on n'avait pas les ressources nécessaires, tu vois, pour se réorienter dans une école privée un peu plus tard. Il fallait que je réussisse. Donc ça, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mon parcours. Et puis, écoute, j'ai fait l'ESG il y a 15 ans. Et c'est peut-être ce qui fait, si tu veux, naturellement que... en fait, l'étudiant de l'ESG, je le connais, je le comprends. J'ai eu des attentes que j'ai considérées légitimes. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, comprendre la nouvelle génération et leurs attentes, ça fait partie intégrante du métier d'un directeur. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, aujourd'hui, de restituer et d'allier l'exigence académique et l'attente des étudiants en termes d'expérience. Du coup, il y a une véritable genèse derrière tout ça, parce que tu as été à la place des étudiants que tu accompagnes aujourd'hui en nombre. Il y a 15 ans à peu près, le processus, est-ce qu'il était simple pour toi ou... En fait, si tu veux, c'est un processus aujourd'hui qu'on va résumer simplement, sauf que pour arriver à le résumer simplement, c'est énormément de travail. Aujourd'hui, restituer et proposer une formation, c'est à la fois allier l'exigence académique pour un étudiant d'obtention finalement d'une certification conforme aux attentes étatiques, puisqu'on fait des diplômes qui sont certifiés voilà, et qui sont reconnus. Donc évidemment, on a cette exigence. Et puis d'un côté, on a aussi des étudiants qui sont de plus en plus exigeants dans ce qu'ils vont vivre. Ouais. Et travailler à l'expérience étudiante, c'est clé en fait. Et aujourd'hui, on va résumer ça très simplement. Objectif académique plus expérience étudiante égale formation. Sauf qu'en fait, pour arriver à ça, pour lier les deux, c'est pas si simple que ça. C'est le travail au quotidien de tous les collaborateurs que j'ai la chance de manager. Et puis également la remontée d'informations qu'on a auprès des étudiants qui sont formés chaque année par nos écoles. Ouais, et si je devais revenir un petit peu, tu vois, sur toi en tant qu'étudiant, pour que les gens vraiment qui regardent comprennent vraiment comment on en arrive là. Toi, tu étais quel type d'étudiant, justement, quand tu avais ce poids un petit peu familial aussi, parce que financièrement, ça ne roule pas sur l'or, etc. Donc forcément, ça a un coût, il y a un objectif. Je paye 8 000, 10 000, 15 000 euros l'année. Forcément, on veut que son enfant réussisse derrière. Toi, tout de suite, tu avais cette posture vraiment d'aîné, finalement, et vouloir montrer l'exemple. Parce que je sais et je me doute que tu étais ce profil d'étudiant qui n'hésitait pas à rester des fois à discuter avec les formateurs, cohésion de groupe, etc., camaraderie. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, ma famille ne m'a jamais mis la pression. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai ressenti, ça m'incombe. Ouais. C'est pas ma famille qui m'a dit « tu vois, on te le paye, tu réussis ». Ça aurait été difficile. Donc, j'ai déjà un climat auprès de ma famille et auprès de ma mère qui est extrêmement profitable. Parce que finalement, j'ai la confiance
sans la pression. Ouais. Voilà. Après, la pression, je me l'ai soumis moi-même. C'est-à-dire que derrière ça, j'ai jamais envisagé pouvoir échouer. Ce n'est pas possible. Tu vois, on était là pour réussir, on était là pour gagner, on voulait faire des choses importantes. On voulait pas, tu vois, c'est une phrase un petit peu qui m'a suivi, mais je ne veux pas exister pour rien. Tu comprends ce que cette phrase-là et cette exigence que j'ai au quotidien pour moi, bah, en fait, elle m'a porté. Elle a été moteur. Parfois, c'est assez limitant, relations humaines, tu vois, relations sociales. Parfois, ça crée des incompréhensions avec tes proches également, cette exigence que tu te mets à toi-même. Et puis aussi, malheureusement, quand tu es si exigeant avec toi-même, bah, tu l'es un peu avec les autres, et notamment ceux que tu aimes. Donc, il faut faire attention, cette vigilance-là. Et ça, tu l'avais déjà en tant qu'étudiant. Ouais. Toi, du coup, pour résumer un petit peu le parcours scolaire, comme ça on passe un petit peu à la suite, tu as eu un master en quoi au sein de l'ESJ? Marketing et commerce. Okay. Voilà, j'ai fait marketing et commerce. Ensuite, j'ai intégré un doctorate business of administration à l'IMSG à Genève. Ok. Voilà. Alors le sujet de la thèse est l'impact du christianisme sur la commercialisation occidentale contemporaine, avec une démarche anthropologique et sociologique, comprendre aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, avec la velléité un peu ostentatoire des différentes croyances et religions, quel est l'impact réellement sur les consommations. Ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Et puis, plus récemment, je finis un master exécutif chez HEC Paris, okay, avec une thèse professionnelle qui est liée, qui s'apparente à un mémoire de fin d'études, dans lequel, en fait, on va travailler dans le cœur de la formation à la stratégie d'implantation des établissements de formation au sein même des entreprises. Ok. Donc avoir vraiment l'aspect un peu macro, stratégique, pour justement potentiellement grandir encore et toujours. Avec tous ces diplômes, toi, à quel moment tu te dis j'ai ce qu'il faut pour aller là où tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose, est-ce qu'il y a eu des événements avant? Parce que je sais que tu as eu un parcours un petit peu entrepreneurial aussi. À quel moment, du coup, tu sens cette fibre-là? Est-ce que c'est à la fin des études? Est-ce que c'est dès le début, comme tu l'as dit juste avant? Cette fibre, voilà, où tu as envie de faire les choses en grand. Parce que moi aussi, j'ai un leitmotiv un petit peu quotidien, tu vois, c'est... je suis pas venu au monde pour ne rien faire de ma vie, tu vois, et c'est pour ça que j'ai souri quand tu m'as là. Ça se retrouve. Et ça, je me le dis depuis très très longtemps, et c'est ça qui me pousse finalement à aller toujours de l'avant et essayer de voir toujours plus grand. Mais au moment où toi tu es diplômé, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Est-ce que tu te dis l'entrepreneuriat? Est-ce que tu te dis j'ai envie de grandir au sein de l'école, du groupe? Bon, après, le diplôme est qu'une étape. Et tu vois, là, notre conversation, elle veut dire beaucoup de choses aujourd'hui sur la vision des diplômes et des écoles. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants font des études pour avoir un diplôme et non pour apprendre des éléments. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le diplôme, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Ouais. Quelle est ta compétence associée. Parce que c'est super, le diplôme, c'est ta carte de visite, mais en fait, aucune carte de visite veut dire réellement ce que tu sais faire. Tu peux être directeur général académique, interstellaire, céleste, de ce que tu veux. Aujourd'hui, ta carte de visite, elle ne dit pas ce que tu sais faire. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Un diplôme, ça ne révèle pas d'une personnalité. Alors, on n'est pas dupe, on vit dans le monde réel et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une identité. Un étudiant qui a l'ESG, un étudiant qui a fait l'IMSG a une identité. On le sait très bien. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est intéressant, au-delà de la valeur du diplôme, c'est la valeur du candidat qui est diplômé. Il ne faut pas se tromper. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il faut un enseignement lié avec des compétences. Et l'obligation en fait, des écoles, c'est de permettre aux étudiants de se réaliser. Et se réaliser, ce n'est pas un mot jeté en l'air. C'est être capable, si tu veux, de matcher avec un programme académique exigeant, de pouvoir en sortir à la fois les éléments marquants nécessaires pour ton épanouissement, mais également d'être capable de te concentrer sur finalement ta zone de génie académique. Et aujourd'hui, à l'ESG, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évidemment des matières. Je suis persuadé que tous les étudiants ne sont pas passionnés par toutes les matières. Elles sont néanmoins essentielles. Et l'agilité, notamment au niveau de l'emploi du temps et au niveau des activités qu'on propose en dehors des matrices pédagogiques, c'est d'être capable aux étudiants de se révéler dans les 5-6 matières qui vont faire de lui le professionnel avec le personal branding qu'il faut, on en parle souvent toi et moi, nécessaire pour son employabilité. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, quand tu prends les étudiants, c'est vrai qu'ils oublient, et c'est bien que tu le rappelles, ça reste un papier cartonné, signé de la main du directeur que j'ai en face de moi. D'accord.
Sauf qu'aujourd'hui, il y en a combien, tu sais un petit peu, combien de masters sont diplômés chaque année en France? Sur 150, 200? J'ai pas le chiffre en tête et je veux pas m'aventurer dans un chiffre qui serait pas précis. Néanmoins, ce qu'on peut être sûr, c'est que il y a beaucoup de candidats. Et aujourd'hui, chaque année, sur le marché du travail, on libère des étudiants qui vont être en concurrence les uns avec les autres pour trouver l'emploi de leur rêve. Donc tu vois, ça c'est un facteur clé. Ce qui va différencier deux candidats qui ont un diplôme égal ou équivalent, de la même école ou d'une école concurrente du même niveau, ça va être en fait leur degré d'épanouissement dans certains aspects de leur formation et leur travail personnel. Oui, et surtout que c'est ce qui va, enfin, tu le disais aussi, les appétences, tu vois, dans certains domaines bien précis, etc. Tu vois, si je suis passionné par le digital et la communication, peut-être que je communique aussi d'un point de vue personnel sur mes réseaux perso, il y a peut-être quelque chose à exploiter et du coup, aux entretiens, transmettre aux recruteurs que du coup, ce que je fais pour moi, je saurais le faire avec vraiment cet esprit aussi créatif. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est qu'ils attendent une valeur ajoutée, un plus un. Ils n'attendent pas un profil support d'un CDI existant. Et c'est pas simple de leur mettre en avant du coup tous ces points-là. Et je pense que tu l'incarnes aussi plutôt bien. Tu vois, dans cette manière de. C'est pour ça aussi tu es là, au-delà de diriger 2 écoles, c'est aussi parce que tu as réussi à faire les choses très tôt. Tu vois, et l'objectif, c'est un petit peu que les gens retrouvent un peu ce parcours et puissent du coup copier finalement. Un principe aussi de PNL, de copier un petit peu ce qui se fait très bien chez un des modèles que tu peux avoir. Et toi, aujourd'hui, du coup, pour là définitivement clôturer le scolaire. Attends, si je peux intervenir, tu dis un mot très important. Dis-moi. Les étudiants, ils attendent. Et tu vois, moi, je me bats contre ça. Les étudiants, ils ne doivent pas attendre. Les étudiants, ils doivent être actifs, acteurs. Moi, j'ai plein d'exemples où, en fait, mon bureau, il est toujours ouvert. Les étudiants me voir, Monsieur Bertheux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Et moi, je suis là avec eux et j'ai plein d'exemples en tête. Et tu en as sûrement vécu quelques-uns à l'école. Ils viennent me voir et ils me proposent un projet. On le met en place, on le fait monter en compétences, on l'évalue, on le challenge, on interroge, on fait des benchmarks. Et puis à la fin, si tu veux, on déploie ou on déploie pas, mais c'est un choix qu'on fait communément. En fait, si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est attendez pas de la formation qu'elle vous forme, formez-vous grâce à la formation. Ayez cette posture proactive. C'est ce qui fera de vous un professionnel aguerri très rapidement, opérationnel très rapidement et donc employable à des postes à responsabilité très rapidement. Toi, qu'est-ce qui se passe du coup au moment où tu as le diplôme, etc. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit et qu'est-ce que tu mets en place du coup pour t'approcher un petit peu de cet objectif ou pas? Parce que je ne suis pas sûr que ça soit un objectif quand on sort d'école. Non, mais ça se fait au fil de l'eau et tout de suite tu te dis attends, il y a peut-être des choses à travailler, quoi. Être directeur d'école, ça peut pas venir. Enfin, personne autour de moi, j'ai entendu dire je veux devenir directeur dans l'enseignement supérieur privé. Tu vois, ça n'existe pas. Alors moi, je sors de l'école et très vite je monte une entreprise parce que en fait j'avais le besoin de m'exprimer. Tu vois, impression d'être un peu, j'avais pas envie d'avoir l'impression d'être un peu cadenassé dans une entreprise, dans une identité de marque, dans une marque employeur, de rentrer dans un moule ou quoi. Ça me paraissait pas adapté à mon profil. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer et si tu veux, ce qui a été bien, c'est que ça m'a permis de faire énormément d'erreurs, beaucoup plus, je pense, que si j'avais été salarié. Là, tu vois, je viens de faire une phrase que je déteste. C'était génial, j'ai fait plein d'erreurs. C'est un truc un peu dans les podcasts, il y a plein de gens qui disent ça. Ouais. J'apprends, c'est génial. Non, tu vois, ça, c'est dur parce que c'est pas du tout en corrélation avec l'exigence que j'ai avec moi-même. Mais j'ai fait plein d'erreurs. Elles ont été, parfois, elles m'ont coûté très cher. Et en fait, tu apprends parce qu'en fait, il n'y a rien qui remplace le vécu et être capable de construire des business, de gagner de l'argent, de se tromper. Et puis, en fait, ça te multiplie les points de vigilance plus tard. Et rien remplacera l'expérience. Et ça, c'est clé, encore une fois, dans la construction de la formation que je fais. C'est que, tu sais, il y a toujours cette phrase un peu que tu lis beaucoup sur Twitter, j'imagine sur Instagram aussi. En fait, on cherche un jeune employé avec 20 ans d'expérience, un jeune diplômé avec 20 ans d'expérience. Et bien évidemment, ça fait rire tout le monde parce que personne n'est capable d'être à la fois jeune, à la fois diplômé et à la fois très expérimenté. Et pourtant, tu vois, à l'ESG, j'ai un peu la prétention de proposer ça. Parce que
bah, on oblige les étudiants à être proactifs, on les implique dans leur formation, on évalue leur capacité à trouver des expériences de professionnalisation, ce qui fait qu'on fait de la formation professionnalisante avec des intervenants professionnels, hein, tu connais bien ça. Et du coup, en fait, si tu veux, l'étudiant qui sort diplômé de l'ESG, il a une forme d'expérience. Et ça me tient vraiment à cœur. Parce que en fait, c'est mon histoire. Tu veux, c'est être capable de mettre l'expérience clé. Et en fait, parce que tu te dis, voilà, je paye une école de commerce, mais en fait, quand tu choisis d'être entrepreneur, tu choisis de ne pas être payé pendant 3 ans. Donc en fait, c'est encore un investissement, tu vois, que tu fais. Et donc voilà. Donc dans l'entrepreneuriat, moi, je me lance après mon diplôme. On crée une marque de boissons avec 2 associés. Voilà, qui est une boisson naturelle, qui est vraiment le fruit d'une étude marketing, qui implique des fournisseurs internationaux européens de divers pays, parce que quand vous créez une boisson, il y a de la formulation, il y a de l'embouteillage, il y a de la logistique, il y a du stockage, tout ça, ça le stockage aussi est un peu sous-estimé. Hein, mais ouais, voilà, et puis tout ce qui est problématique liée à la supply chain, à la conservation alimentaire, et puis les exigences en catégorie management de la grande distribution, etc. Tu savais à quoi t'attendre quand tu as lancé le projet avec tes associés? Je savais que ça allait être dur, et je savais que j'avais envie d'y aller. Donc voilà, après, effectivement, de toute manière, tu sais jamais vraiment quand tu crées une boîte, tout. Oui, mais tu savais un petit peu les sujets importants à aborder, mais tu connaissais pas forcément. Ouais, et puis tu apprends en marchant. Et puis tu vois, ce que tu dis, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, si tu veux entreprendre, il y aura pas de meilleur moment. Fais-le. Ouais. Tu vois. Donc attends pas d'être prêt à 100%, tu le seras jamais. Donc fais-le. Tu vois. Donc là, on en est exactement là-dedans. Donc on décide de se lancer. J'apprends beaucoup aussi de l'association. Voilà, avec un ami qui m'était proche et avec deux personnes que j'ai rencontrées dans le monde professionnel. Et on construit ensemble, on se réalise ensemble à travers cette expérience. On a beaucoup de désaccords aussi ensemble. C'est aussi ça, la vie d'une entreprise, la vie des associés. En fait, tu apprends énormément de ça. Ouais. Et puis après arrive le Covid, des grands distributeurs qui ne payent pas à temps. Alors, qui pour eux, c'est une pratique dans la vie de tous les jours, mais qui... Mais du coup, le fonds de roulement qui font comme neige au soleil. Le BFR qui font. C'est un business qui n'est pas anodin, puisqu'en termes de la production d'un conteneur, ça coûte à peu près 80 000 € hors taxe. Le problème, c'est que quand tu remets au pot 3-4 fois, à un moment donné, tu n'as plus d'argent. Ouais, plus de trésor. Et effectivement, à ce moment-là, je me suis posé la question, voilà, est-ce que j'ai envie de se faire racheter, de faire exister la boîte différemment? Est-ce que j'ai envie de faire ça encore? Et puis, il ne faut pas se rappeler qu'on est dans un contexte particulier au moment du Covid. On ne sait vraiment pas. On sait pas. Tu vois pas le bout du tunnel. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui va devenir. Confinement, deuxième, tu te dis, il y en a combien encore? Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Enfin, moi, je suis admiratif de toutes ces personnes qui nous disent maintenant qu'ils le savaient. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on était dans un climat complètement délétère. Et quand cette opportunité de devenir directeur d'école qu'on m'a proposée est arrivée, je me suis dit que c'était une bonne façon de mettre à disposition mon énergie sur un secteur qui, lui, était incassable, parce que la formation n'a pas le droit de s'arrêter, peu importe l'épidémie. On ne joue pas avec les générations futures. Tu vois la belle valeur de ce métier. Très challenger. Ouais. Et donc, du coup, il a fallu corriger, accompagner, parfois un peu... je vais même... On faisait... tu vois, l'école, c'était un échappatoire au quotidien qui était morose, quoi. C'est-à-dire que les gens étaient dans leur chambre et c'était leur quotidien d'aller dans l'école. Et parfois, beaucoup, heureusement, qu'ils avaient des cours. Parce que sinon, ils seraient abrutis devant une série, quelle qu'elle soit, devant peut-être un jeu de PS5 avec leurs potes. Et ça aurait été bien, mais... intellectuellement, tu ne ressors pas grandi de tout ça. Et on avait surtout besoin d'espoir. Et l'espoir, ça passe. La formation, c'est de l'espoir. C'est de se dire que plus tard, ça va aller mieux parce que je vais apprendre des choses qui vont me permettre d'aller mieux plus tard. C'est ça. Tu vois. Et toi, du coup, avant d'avoir cette proposition, elle arrive à quel moment En plein milieu d'un confinement, je dirais... Parce qu'il y a eu le premier mars jusqu'à mai, et le deuxième, je crois, c'était novembre. Ouais, c'est ça. 2020, ouais. 2020, il faut savoir que j'ai officié déjà comme prestataire avant. Okay. Donc c'est comme ça qu'ils me connaissaient. Où je partageais déjà une journée par semaine le quotidien d'entrepreneur aux étudiants. Ouais. Et puis voilà, écoute, ils m'ont proposé cette action. Moi, j'ai vu le gros challenge qui s'apparentait, qui s'offrait à moi. Parce que là, clairement, on est face à
beaucoup moins d'étudiants qu'aujourd'hui, mais on est face à quand même des personnes qui ont des exigences, des personnes qui, encore une fois, vivent un moment qui est très difficile pour elles et qu'il faut accompagner. Et du coup, je me suis dit, c'est un challenge qui me plaît, on y va. Et puis, écoute, ça s'est bien passé. J'ai eu des bons résultats, à la fois en satisfaction étudiante, qui est un des indicateurs clés. Si ce n'est la base. Ouais, voilà. Il y a aussi il y a plein de choses que tu mets dans les fonctions d'un directeur, mais effectivement, la satisfaction étudiante, la qualité pédagogique et la notion qui me fait dire que je fais bien mon métier, moi, c'est le taux d'employabilité post-diplôme. Voilà, qui montre qu'en fait, tu fais pas une formation du Luberlu, tu vois, complètement déconnecté de la réalité avec des personnes qui t'expliquent à tout prix ce qu'il faudrait faire, mais qui ne savent pas ce que fait le marché. À partir du moment où tu es sûr que tes alumni sont employés, ça veut dire que tu es cohérent. Et toi, au moment où tu récupères du coup l'ESG, on te propose le Sport. C'est sport d'abord. Ouais, Okay. En premier temps, l'ESG Sport. Donc là, ouais, courant d'année 2020, on te le propose. Ils t'ont expliqué un petit peu pourquoi toi? Dans les entretiens, il est ressorti plusieurs choses. C'est ma connaissance du groupe, puisque je pense que comme j'étais étudiant, c'était cohérent. Le fait que je connaissais la procédure, et puis parce que je m'étais toujours énormément impliqué dans la satisfaction des interventions que je donnais comme intervenant avant. Et puis proactif sur les résultats, tu vois, voilà. Le côté performance qui est forcément... parce que rappelle-moi du coup, rappelle à ceux qui nous suivent un petit peu... je connais le chiffre, hein, mais tu récupères le SG Sport, il y a combien d'étudiants? Et combien de salariés aussi dans le groupe? Ça, c'est une donnée importante. Écoute, je peux te parler sur ESG Sport ou ESG Luxe. Ouais. Je récupère les écoles, il y a moins de 200 étudiants. Et aujourd'hui, on est plus de 1300. Ok. Et surtout, je récupère l'école. On est sur les 2 écoles, on est 5 collaborateurs. Et aujourd'hui, on est 28. Voilà, en 3 ans et demi. C'est ce qu'on appelle en France, dans le métier de la formation, de l'hypercroissance. Maintenant, il faut rester très humble parce que tu vas en Inde, c'est pas du tout une croissance. Voilà, j'ai eu la chance de faire des partenariats avec des écoles indiennes dans le cadre de la formation des futurs cadres indiens, notamment sur des programmes liés au luxe. Voilà, tu as des croissances à plus de 500 étudiants par an, c'est monnaie courante. Et comment, du coup, on arrive à passer de 200 à rentrée 2024, donc en l'espace de 3 ans et demi finalement? Eh bien, écoute, on travaille son contenu, on crée des temps forts, on valorise l'expérience des jeunes et surtout, on s'assure du placement des jeunes post-diplôme. Ok. Ça, c'est clé. Et tu sais comment on crée une formation? Tu t'es posé cette question, comment on crée une formation? Échanger avec France Compétences, où tu parlais vraiment... Alors, avant toute chose, au moment où tu veux créer la formation. Quand tu veux créer une formation, déjà... Est-ce qu'il y a un besoin marché. Ah oui. Un besoin marché. Parce qu'encore une fois, notre métier, c'est de former les futurs cadres. Notre métier n'a jamais été de rendre un étudiant heureux, tu vois. Donc, on veut former les futurs cadres. Donc, on commence par là. On rencontre une entreprise, ou 2, ou 3, ou 4 du secteur, et on liste avec elle les compétences qui sont nécessaires. Une fois que c'est clé, on choisit le diplôme reconnu par l'État, donc la formation avec France Compétences et RNCP qui correspond. Et là, en fait, finalement, on se dit, on est content à la fin de la formation s'ils sont capables de faire ça. Parce qu'en faisant ça, s'ils sont capables de faire ça, ils rentrent dans l'entreprise derrière. Et une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on se dit, deuxième étape, pour arriver à faire ça au Master 2, il faut qu'ils aient plusieurs étapes jusqu'à la première année. Et en fait, en faisant ça, on garantit une montée en compétences certaines et surtout une cohérence de la formation et de l'exigence des diplômes par rapport au métier du marché. Et donc, on a fait notre métier. Ouais. Et comment, toi, ça t'est venu, du coup cette idée, cette envie de faire voyager tes étudiants? Parce que je sais qu'il n'y a pas 36 écoles qui mettent en place, du coup, des voyages pédagogiques, linguistiques, etc. Comment t'es venue l'idée, du coup, de créer, du coup, ce format-là sur presque tous les diplômes, finalement? Parce que tu fais aussi des challenges. Tu t'es posé la question, toi, quand tu commences à regarder un programme pédagogique, de te dire, c'est quoi ce dont je me souviens qui m'a fait kiffer quand j'étais étudiant? Création de souvenirs, en général, prendre l'avion avec tes potes. Alors, au départ, la plupart du temps, ils disent pas ça, les étudiants. Première phrase, ils disent un intervenant charismatique. Un intervenant qui a été un game changer parce qu'ils se souviennent, ils se réfèrent à lui. C'est quelqu'un qui est charismatique ou peut-être même qui est populaire, quelqu'un qui a une audience, tu vois. C'est le rôle du parrain de promo qu'on met en place à l'ESG Sport et à l'ESG Luxe. Tu vois, c'est cette personne qui est un peu
bah voilà, qui a un pouvoir autoritaire presque, tu vois, un argument d'autorité sur ce qu'il dit, parce que bah, en fait, sa carrière et sa médiatisation parlent pour lui. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, bah, effectivement, on se souvient tous des voyages qu'on a fait. Au pire des cas, on se souvient du voyage de troisième qu'on a fait en Angleterre, en famille d'accueil, où on mangeait des sandwichs au concombre. Ouais. Tu vois, enfin voilà. Et on s'en souvient tous de ce voyage-là qu'on a fait. Et c'est assez marrant parce que, si tu veux, bah moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour pouvoir proposer aux étudiants une formation dans laquelle on va avoir des moments tellement intenses qu'ils vont s'en souvenir et ça va leur faire tu vois, quand ils vont se rappeler de l'école, ils vont se dire ah, c'était bien. Et donc du coup, effectivement, l'objectif, et moi je challenge toujours mes intervenants là-dessus, c'est de leur dire, en fait, un intervenant qui a 21 heures de cours et qui me propose pas dans ces 21 heures de sortir les étudiants de la classe, bah, il fait pas suffisamment bien son taf. Ouais. Parce que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il leur fasse vivre une expérience, qu'il en fait mette l'application pratique à la pointe de l'épée de la théorie. Tu vois, c'est ça un peu la métaphore. Et donc, tu me parles de voyage, mais moi je vais te parler de visite d'infrastructure. D'être capable d'aller visiter, quand on est à l'ESG Sport, un stade plutôt qu'un autre, visiter un club plutôt qu'un autre. À l'ESG Luxe, des maisons, des hôtels de luxe, également à l'ESG Luxe, ils vont visiter des parfumeurs et des diamantaires, tu vois, de la place de Paris. Donc ça, c'est extrêmement important, être capable finalement d'aller rencontrer la compétence là où elle se trouve et là où elle devra se trouver une fois qu'ils auront le diplôme. Et puis, bien évidemment, naturellement, une fois que tu t'es dit ça, la dimension internationale rentre en jeu. C'est qu'aujourd'hui, un étudiant qui n'a pas cette agilité internationale n'a pas la capacité d'exporter son savoir-faire, n'est pas capable d'importer du savoir-faire, et donc dans une économie complètement libérale et globalisée dans laquelle nous gravitons, bah en fait il sera pas autonome. Donc on lui propose un parcours dans lequel il va vivre ça. Donc à l'ESG Sport, à l'ESG Luxe, il y a des voyages à Londres, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Cette année, on part à Hong Kong avec l'ESG Luxe et à Los Angeles avec l'ESG Sport. Donc voilà, on valorise tout ça pour que les jeunes puissent se projeter dans leur carrière et avoir une dimension, un spectre international dans leur raisonnement. Ouais, c'est important ce que tu as dit là, quand tu as évoqué du coup le fait que c'est bien la théorie, mais le terrain, comprendre un petit peu la marque, tu vois, déjà en tant que consommateur, aller visiter du coup un flagship, notamment ce que j'ai pu mettre en place aussi, tu vois, avec le SG Luxe l'année dernière, hein, Louis Vuitton Avenue des Champs. Forcément, bah tiens, tu as un des responsables souliers hommes qui vient et qui fait la visite pendant 1h30, qui vous fait passer par le coin VIP, etc. Tout ce qu'on ne voit pas finalement. Hein. Et surtout qui explique un petit peu comme un médiateur ou un formateur d'où vient le produit, comment il a été conçu, par qui, quand, etc. Mais tu peux aussi évoquer, toi, les différents voyages aussi de l'année dernière, parce que de tête, vous êtes parti à Dubaï et SG Sport Oregon. Ah ouais, Oregon, au siège social de Nike. Ouais, à Portland. Ouais. Et c'est important, tu vois, de mettre ça en place, parce que comme tu as dit, c'est création de souvenirs. Et derrière, c'est des étudiants conquis qui vont recommander une école. Et après, ça crée un fonds de roulement et surtout un cercle vertueux. C'était le terme que je cherchais. Toi, tu sais, ce qui est le plus fort là, dans ce que tu dis, c'est l'étudiant, une fois placé post-diplôme, qui rappelle son école en disant « Je cherche un alternant, j'aimerais bien que ce soit un alternant de l'ESG Sport ». Et ça arrive souvent, je suppose. Ça arrive très souvent. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est la preuve que j'ai bien fait mon boulot. L'expérience pédagogique a permis l'intégration. L'intégration permet la transmission d'une nouvelle expérience pédagogique. Et là, tu es vraiment dans le cercle vertueux que tu décris depuis tout à l'heure. Et là, tu vois, tu me racontes vraiment toute la partie projet, ADN, etc. Et on ressent vraiment l'ADN de l'ESG Sport qui est le tien finalement. Hein. On cherche pas... Non, mais pas pour te mousser, hein, mais on cherche pas midi à 14h. Hein. C'est plutôt simple à comprendre. Toi, ça a été quoi les premiers défis ? Tu vois, quand tu débarques dans cette école, alors oui, développer, c'est ce qu'on te demande, hein, faire croître les deux écoles, etc., et de recruter, et de voilà, essayer de développer le chiffre d'affaires comme on peut. Toi, c'était quoi les premiers défis, sachant que je pense que tu dois être un des seuls, hein, Galiléo, il y a combien, 40 d'écoles ? Plus de 60. Plus de 60. Je pense que la moyenne d'âge, on ne tourne pas autour de... Non, je suis un des 30, plus jeunes. C'est ça. Est-ce qu'il y a des défis liés à ton âge, du coup, pour t'imposer comme quelqu'un, comme un directeur, finalement, comme les autres ? Non.
Non. Non, aucun défi. J'ai jamais souffert de mon âge, ni en termes de crédibilité, ni en termes d'engagement. En fait, il faut juste que tu bosses et que tu montres que tu as des résultats dans ce que tu fais. Et voilà, je vais dire un truc. Ça, c'est une fausse croyance. C'est une croyance limitante. Et il faut que tous les jeunes qui nous écoutent s'empêchent de penser ça. Ça va être long, hein, parfois. Hein. C'est pas parce que je dis ça qu'on va réussir en claquement de doigts. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment qu'on inverse cette valeur du marché qui dit que en fait, ancienneté égale expérience, expérience égale résultat. Expérience égale résultat, j'en suis convaincu. Ancienneté égale expérience, je suis pas sûr. Aujourd'hui, l'intensité qu'on met dans notre mission nous porte, en fait. Et moi, dans mes journées, elles sont très, très intenses. Enfin, voilà, tu me croises, hein, je suis toujours au téléphone, en réunion, par mail, par Teams. Voilà, je mets beaucoup d'intensité. Et en fait, à aucun moment, j'ai souffert de mon âge. Ni en crédibilité, ni en... Enfin, je ne l'ai pas ressenti, en tout cas. Ouais, après, je pense qu'ils t'attendaient au tournant, tranquillement, sans... Enfin, si tu as été, dans tous les cas, placé à ce poste-là, je pense qu'ils savent qu'il y a de la patience aussi derrière. Et finalement, il n'y a pas eu besoin d'en avoir, je crois, parce qu'en 4 ans... ouais, bon, écoute... En 4 ans, tu rajoutes un 1 devant le 200. Oui. Bon. Ouais, après, tu sais, moi, je reste humble. C'est la réussite de toute une équipe, de compétences, de collaborateurs qui vraiment, j'ai la chance de travailler. J'ai des très belles histoires dans mes équipes aujourd'hui, des collaborateurs qui sont rentrés par la petite porte et qui, aujourd'hui, ont des postes de responsabilité et de direction parce qu'elles ont gagné les matchs. Je dis elles parce que je pense à trois dames dans ma tête là, à ce moment-là. Elles ont gagné des matchs les uns après les autres. Elles ont pu supporter toute l'énergie et l'engagement que je mettais dans mon travail et elles m'ont suivi. On a fait beaucoup de travail. Et puis peut-être qu'un jour, on connaîtra des désillusions et on connaîtra des échecs, mais c'est pas grave. On est là, on remontera les manches et on se battra parce que l'enjeu est beaucoup plus important que nous. C'est l'avenir des jeunes. Et encore une fois, la genèse et l'ADN de mon métier, c'est de former les futures générations et ça dépasse largement qui je suis moi personnellement. Moi, j'avais maintenant, tu vois, et c'est bien que tu t'anticipes aussi certaines questions. Comment tu as mis à jour ton état d'esprit, ton mindset, tu vois, pour te dire « je vais le faire ». J'ai toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça. Ouais. Depuis quel âge? Tu as une idée un petit peu d'un événement qui t'a fait switcher, même dans l'enfance ou... Non, ce qui est très dur pour moi personnellement, c'est l'échec. Tu vois, je le vis mal. Ouais. Ça a été vraiment... La peur de l'échec a jamais été limitant, mais ça a été plutôt destructeur. Plusieurs fois, tu sais, quand j'avais raté quelque chose, j'ai perdu au sport, j'ai eu un mauvais résultat alors que je m'étais investi d'un point de vue scolaire. Et puis même, des fois, tu rates des relations, tu sais, avec des gens qui étaient chers. Et moi, je pense à des amis avec qui, peut-être une maladresse, une incompréhension et qui est liée à plein de choses. Voilà. Ça, je le vis très mal. Ça me pèse encore aujourd'hui. Donc, quand tu travailles avec ça, j'ai pas du... Enfin, j'imagine jamais quand je fais quelque chose... J'allais dire, j'imagine pas les risques, mais en fait, si, parce que je suis quand même vigilant. Je considère pas que ça soit possible de pas y arriver. Voilà, et en même temps, plus ça va, plus je me dis, au pire, t'as raté, et alors y a quoi? Je veux dire, j'ai un sportif, moi, qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. C'est là où j'allais en venir. Ouais, parce que t'as un modèle. Ouais, voilà, un modèle. Moi, je suis un grand fan d'Edinson Cavani. Voilà, je suis fan du PSG depuis toujours, dans mes grands défauts et mes grands malheurs. Parfois, mais bon, depuis quelques années, c'est quand même beaucoup plus facile, il faut pas s'en cacher. Moi, un mec comme ça, tu vois, la mentalité uruguayenne qu'on voit aujourd'hui chez Ugarte, notamment au PSG, et puis chez d'autres sportifs, tu vois, je pense à Valverde au Real Madrid. Ou même Griezmann, hein, qui a aussi qui est très très fan de l'Uruguay, tu vois. Enfin, voilà. Et qui fait les replis défensifs tout le temps. Tu vois, moi, mission. Tu prends un mec comme Cavani, le mec il pouvait rater 29 fois, mais la 30e fois il était encore devant le but. En fait, il y avait un peu cette phrase qui se disait en permanence, t'as le droit de rater, mais t'as pas le droit de pas essayer. Et tu vois, en fait,
Il se faisait beaucoup attaquer pour ça. Hein. Énormément, énormément. Et puis je pense que ça lui mettait une pression supplémentaire et que parfois ça le faisait gamberger et que parfois, malgré tout, il tirait un peu à côté, malgré toute la qualité. Quel joueur c'était quand même, tu vois, on oublie ça. Ouais. Tu vois, l'incapacité à le remplacer correctement, tu vois, enfin voilà. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais... Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, tu vois, t'as cette mentalité-là, le mec, tu peux lire, il y a une biographie sur lui. Voilà, quand il était petit à Montevideo. Il prenait le bus pendant 3 heures, il traversait je sais pas comment dire, ces plaines immenses, et puis il arrivait à son terrain de foot, et puis parfois il ratait, et puis le défenseur le poussait dehors, il tombait parce que tu sais, les terrains étaient un peu en pente, etc. Et puis c'était pas les terrains, c'était pas le Parc des Princes. Hein. Et puis l'action d'après, il courait en déboulant comme un lion en cage. En fait, j'adore ça. J'adore ça parce que je suis admiratif de la combativité d'une personne qui connaît ses limites, mais qui ne les accepte pas pour autant. En tout cas, qui peut les accepter, mais en tout cas qui n'en fait pas un dogme pour la suite de son existence. Et en fait, voilà, chacun en appellera aux forces qui l'animent. Il y en a qui appellent ça beaucoup la foi, tu vois. Et moi, je crois à ça. Je crois à ça. Je crois à cette capacité à devoir croire qu'on est acteur positif de quelque chose de plus grand que soi. Et tu parlais de foi au début. Je t'ai parlé de foi au début ou je t'ai parlé de ma thèse, mon sujet de thèse, ouais. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un lien te concernant toi d'un point de vue individu, hein, ouais, bien sûr. Est-ce que toi, la foi, elle a une place prépondérante dans ta vie depuis peut-être tout jeune? Je suis très croyant. Enfin, très croyant. Je ne sais pas si on est très croyant. Je suis croyant. Mais je vis dans une famille qui ne m'a pas amené vers ça. J'y suis allé par moi-même. Ok. Tu vois. Et c'est un choix que j'ai fait en autonomie. Voilà. En me rapprochant de ce qui m'animait et en essayant de participer encore une fois à quelque chose de plus grand que ça. Voilà. Et toi, aujourd'hui, tu vois, tu m'as dit que depuis très jeune, tu as ce mindset, tu vois, qui... Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, qui défonce toutes les portes. Il y a une porte, je fais pas le tour pendant 10 ans. Ouais, on essaye. J'essaye de l'ouvrir. Ouais. Est-ce que toi, tu vois, tu as été formé, etc., comme tu l'as dit en début d'épisode. Est-ce que tu as eu des formations, des certifications annexes? Tu vois, je t'ai parlé un moment de PNL, moi, coaching professionnel, préparation mentale, etc. Est-ce que tu as eu un lien avec ces formations-là? Parce que je sais que moi, personnellement, qui est passé, du coup, qui était jusqu'au praticien PNL, tu décortiques vraiment tout du cerveau, finalement. Et surtout, derrière, tu pratiques. Et je sais que moi, ça m'a permis aussi de switcher, de gagner peut-être 3 ans d'un coup mentalement pour aller de l'avant. Je pense que ça t'a fait gagner bien plus que ça. Et je pense que c'est pas quantifiable. Alors, écoute, moi, mes parcours, mon parcours hors scolaire, je me suis intéressé à la PNL, mais je suis pas du tout allé vers la certification. Et puis, j'ai eu recours plus récemment à un coaching en développement personnel, dans lequel la PNL faisait partie intégrante, essayer de voir de se trouver, de savoir qui nous sommes réellement. Et puis aussi de l'hypnose, j'en fais très régulièrement, être capable, ça m'aide à lâcher prise. Et je trouve ça incroyable l'effet que ça fait. Alors franchement, pour être tout à fait honnête, la première fois j'y suis allé un peu reculant, en me disant comme beaucoup de gens. Essaye, ça va être marrant. Ouais. Et puis quand tu tombes endormi complètement, que tu es comme ça avec le prochain, enfin tu pourrais presque baver tellement tu es à l'ouest, et que pendant que la personne te parle, tu es très conscient et tu te dis je suis en train de vivre un truc de dingue là. C'est en train de... Et après tu fais le choix de t'abandonner au jeu et de participer entièrement et de mettre tout ton cœur à l'exercice. Et en fait, j'en ai toujours tiré franchement des vertus incroyables. Et je peux conseiller à tout le monde, pas de me croire, mais d'essayer. Ça, je pense que c'est important. Me croyez pas, mais essayez. C'est vrai que tu vois, moi, quand j'étais étudiant, par exemple, post-bac, pour te situer, hein, post-bac, je réfléchissais déjà à cet aspect un petit peu psychologique, etc. Comprendre, comment les mecs qu'on regarde à la télé, les sportifs de haut niveau, les gens que tu vois, présentateurs télé, etc. Comment ils font pour en arriver là? Et moi, en fait, tout de suite, j'avais ce truc de... J'ai besoin de comprendre, tu vois. Quelque chose que je retrouve pas forcément, tu vois, chez tous les étudiants. Cette curiosité
que j'essaye d'amener du coup dans mes cours, dans mes modules, au-delà de la thématique à aborder, c'est vrai que j'essaie d'amener cette curiosité et qu'ils la travaillent, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure en début d'épisode, c'est pas tous les modules qui vont t'intéresser. Quand tu regardes un master en 2 ans, tu as peut-être 70% qui vont vraiment t'intéresser et 30% où il n'y a pas d'intérêt direct. Et moi, ce qui m'intéressait là, dans cette question-là, savoir comment tu t'es formé, etc., c'est que en fait, tu as compris que tu avais des acquis, mais à la sueur de ton front, finalement. Hein. Tu t'es formé pour justement avoir ce bagage. Tu te servais aussi des formateurs, je suppose. Hein, tu vois, échanger avec eux constamment, rester peut-être à la pause de 15 minutes. Tu restais 5-10 minutes avec pour mais comment t'as monté ta boîte, la compta, la fiscalité, machin chouette. Et tout ça, du coup, tu t'es pas endormi sur tes lauriers. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très smart. Ils ont le cerveau qui va à 10 000. Mais derrière, ils n'en font pas quelque chose de très intéressant et ils sous-estiment aussi le temps. Tu vois, tu as 20 ans, 21, tu fermes les yeux, tout bêtement, tu as 30 ans quand tu... J'ai envie de te dire, il n'y a pas de... Il y a pas de chronomètre, tu vois, il n'y a pas de temps de passage. Ils peuvent se réaliser plus tard. Il y en a qui se réalisent plus tôt. Ça, c'est l'histoire de vie aussi qui t'amène. À quel moment dans ta vie tu es amené à prendre des responsabilités ou à quel moment dans la vie tu crois que tu dois prendre des responsabilités, parce que parfois tu es dupé aussi par ce qui t'arrive avec tes parents quand tu es un enfant et que tu veux grandir. Une chose est sûre, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est pas entièrement à cause de toi ou c'est pas entièrement grâce à toi. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, tu vois. Et il faut avoir cette posture, je crois, de personne qui est capable de recevoir et de lutter à la fois. Ça, c'est intéressant. Et puis, écoute, pour les étudiants qui ne manifestent pas de la curiosité, ils sont peut-être pas au moment où tu leur parles dans leur zone de génie. Et peut-être qu'eux vont recevoir beaucoup plus à un moment où la discussion va tourner sur quelque chose que toi et moi, on va juger peut-être pas intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout pour faire un monde et leurs compétences, de toute manière, quelle qu'elle soit, puisque l'entreprise est composée de people et c'est pluriel, on aura besoin d'eux à un moment ou à un autre. Et ça, j'en suis convaincu, c'est ce que j'essaie de leur donner en permanence dans les discours, dans les discussions que j'ai avec eux, ce que j'essaie d'incarner aussi pour eux. Voilà. Et puis, il y a un autre travail qu'ils ne voient pas, c'est aussi quand tu parles à des instances publiques aussi, tu vois, du bien-être, voilà, quand tu parles de sport à des instances, à des réseaux, même à des syndicats, etc., finalement, tu exprimes ça. En fait, le fait que l'étudiant de l'ESG Sport ou de l'ESG Luxe, c'est un étudiant. Il répond à un ADN de façon non équivoque. Néanmoins, cet étudiant, il n'est pas dans un moule. Tu vois. Ouais. Et la richesse de la formation, c'est d'être capable de créer cette rigueur sans moule. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ce que je veux te dire par là, c'est que les étudiants qui donnent l'impression, dans leur raisonnement, de ne pas aller au bout des choses, n'oublions pas qu'ils nous montrent qu'une partie d'eux-mêmes. Tu vois. Et notre rôle, c'est aussi de le comprendre, ça, tout en étant exigeant sur les rendus qu'ils nous doivent. Ouais, c'est vrai qu'en plus, tu parlais de timing. Chacun a son propre timing. Et c'est vrai qu'il ne faut pas aussi... parce que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup, c'est... Arthur, ils ne sont pas tous comme toi. Ils ne sont pas... Enfin, ils ne se réveillent pas le matin en se disant t'as ça de prévu. Quoi qu'il arrive, tu t'endors en ayant fait les 3 points qui sont notés dans ta to-do list, tu vois. Tu te rends compte l'erreur que ça serait ? Ouais. Parce qu'au final, tu projettes ton toit aux étudiants. Et non, c'est vrai que finalement, là, tu vois, regarde, on échange, c'est un petit peu de thérapie en même temps, etc. C'est intéressant. Moi, je voulais du coup bifurquer sur toute autre chose, là. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, le temps passe. La notion de branding. Ouais. C'est vrai que moi, quand je suis rentré dans ton école, tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui comprenait la notion de personal branding. L'art de se vendre soi-même, parce que, encore une fois, moi je le dis, notamment sur ce module-là,
on apprend à vendre un produit, un service, tu vois, dans le marketing, on promue, etc. Par contre, dès qu'on doit se vendre soi-même, sur un CV, un entretien, une lettre de motivation, faite solo, bien évidemment, même si ça se fait de moins en moins quand on avance scolairement, mais encore moins sur les réseaux sociaux. Toi, comment ça t'est venu l'idée? Est-ce que ça a été dès le début, dès 2020, où tu t'es mis du coup sur LinkedIn et que tu as commencé à communiquer parce que tu as compris que le profil que tu étais pouvait incarner en fait, les écoles et la vendre finalement indirectement? Je pense que c'est avant 2020. Parce que en fait, je me souviens quand j'étais en école de commerce à l'ESG, je me souviens j'ai eu une discussion avec mon beau-père, voilà, Florent que j'embrasse, que j'adore, et qui, on était en train de discuter tous les deux. Il me dit mais LinkedIn, tout le monde là. Tu veux pas qu'on fasse un site internet, ça s'appellerait antoinebertheux.fr et tu mettrais en avant tes trucs? Et j'ai dit, au départ, je dis putain, ça fait super présomptueux. Il faut les renvoyer, les prospects, il faut les renvoyer sur ton site aussi. Non, mais attends, ça fait super présomptueux. Et puis de toute manière, à partir du moment où tu deviens une marque, tu deviens critiquable. Bah oui. Tu vois donc, est-ce que j'ai les épaules pour assumer les critiques qui vont tomber sur ce... Je suis que étudiant, tu vois, je suis pas un politicien. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, on essaye. Alors j'ai fait ça. Et puis tu sais, de façon très marrante, j'ai 4 entreprises qui m'ont appelé pour les stages de fin d'études et pour de l'alternance. Une marque de voiture très connue, un organisateur événementiel leader mondial, une boîte dans l'énergie. Et ils m'ont appelé et on a fait des entretiens parce qu'ils m'avaient trouvé non pas sur LinkedIn, non pas sur Viadeo à l'époque, tu te souviens de Viadeo, non pas sur quelconque réseau social, mais sur mon site internet antoinebertheux.fr. Alors il n'existe plus ce site internet, mais à l'époque c'était un truc, il fallait vraiment être audacieux et franchement j'en voyais pas lourd. Tu sais, franchement quand je le faisais, je me disais franchement je vais me mettre en difficulté parce que je vais attirer des critiques dont j'ai pas besoin pour l'instant, quoi. Ah, t'as dû en mettre des bons mots-clés, hein, parce que si on peut te trouver, du coup... après, tu tapais mon nom, et en fait, c'est des premiers trucs qui sortaient. Voilà. Donc ça, c'était... Les apprécier, l'audace, voilà. En fait, c'était au moment, si tu te souviens bien, dans les années 2010, c'est au moment où les RH... quand ils voulaient te recruter, quand ils recevaient ton CV, ils tapaient ton nom direct sur Google pour voir ce que tu mettais sur Facebook. Les réputations. Tu sais, pendant 5-6 ans, ça a été une terreur. Il y a plein de gens qui ne sont pas fait recruter parce qu'ils avaient une photo où ils étaient avec une perruque en train de faire la fête en boîte de nuit la veille avec leurs potes et que ce n'était pas super lié à la marque employeur, si tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, j'ai fait ça. Franchement, ça a été... tout s'est passé. Je me suis fait critiquer, je me suis fait embaucher. C'était rigolo. Et puis écoute, aujourd'hui je me sers beaucoup de LinkedIn pour je fais un post, je fais 2-3 posts par semaine sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir et liker évidemment. Antoine Bertheux, LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas. Mais en fait, ce point il est clé, c'est être capable de s'adresser à ton auditoire, et puis ton auditoire il peut être vraiment divers. Ça peut être des partenaires, ça peut être des entreprises, ça peut être des étudiants, ça peut être des intervenants, des parties prenantes, et aussi des collaborateurs. Tu vois, quand je mets en avant sur LinkedIn le fait que l'année dernière, j'ai fait la journée des familles à l'école, c'est-à-dire que tous les collaborateurs venaient avec leurs enfants à l'école. On avait fait des t-shirts, ma maman travaille ici, mon papa travaille ici. Tu pouvais venir avec tes enfants ou avec tes animaux de compagnie. Donc, il y avait des chiens, des enfants et tout à l'école, et qu'on a passé un moment où à midi, on a offert un McDo à tout le monde et on a fait un moment très familial. En fait, ça fait aussi partie du boulot, quoi, d'un manager. Donc voilà. Et c'est pas très fréquent non plus. C'est bien dommage. Oui. Si tu veux mon avis. Forcément, c'est intéressant parce qu'il y a l'équilibre du coup vie pro, vie perso, et c'est très bien en plus que tu me fasses le petit spoil là. Toi, équilibre vie pro, vie perso. Comment t'arrives à gérer du coup, parce que tu as un quotidien et tu as surtout des responsabilités via les 2 écoles. Comment tu arrives à gérer l'équilibre, vie professionnelle et vie de famille, finalement? Alors ça, c'est vraiment un enjeu compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, j'arrive pas à ne pas ramener les problèmes à la maison. Je suis toujours focus travail. Il m'arrive d'envoyer des mails à mes collaborateurs à 3h du matin. Je pense à Gaëlle la semaine dernière qui s'est réveillée à 6h du matin en m'envoyant un texto « Disons, t'es matinale » parce qu'elle avait eu 3 mails à 3h du matin. Donc ça c'est vrai que c'est pas facile. J'ai un entourage, et dans mon entourage très proche,
des gens extrêmement compréhensifs, Mm. qui ont accepté qui j'étais, avec les responsabilités et l'ambition que j'avais. Donc je vis avec ça. J'ai peu d'endroits où j'arrive à être déconnecté. Tu vois, j'en parlais en souriant avec mes collègues et un ami directeur ce midi, qu'un jour je suis parti en congé. Et en fait, si j'avais dit au ski, en vacances d'hiver, à l'Alpe d'Huez, tu vois, je skiais et puis je répondais aux mails sur le télésiège dans le remont de pente. Et en fait, si j'avais dit à mes collaborateurs que j'étais pas en vacances mais que j'étais en télétravail, ils auraient vu que du feu, quoi. Parce qu'en fait, je répondais au téléphone sur le télésiège, je répondais aux mails sur le télésiège, et puis je descendais ma piste, et puis je remontais derrière. J'ai pas... voilà. Si ta question, c'est est-ce que tu as une recette magique pour arriver à couper, je pourrais pas te répondre, je ne l'ai pas. Je ne sais pas faire. Et en même temps, ça va tellement avec l'engagement et l'intensité que je mets au boulot d'être comme ça, qu'en fait, faire autrement, ça serait enfin, ça serait me travestir, et j'ai pas envie. Est-ce que du coup, la paternité t'a permis de modifier positivement, du coup, ou passer peut-être plus de temps, déconnecter un peu plus aussi? Ça n'a absolument rien changé. Ok. Ça n'a absolument rien changé. Je ne veux pas être différent. J'ai envie que mon fils ait une vision de moi-même qui est la... En fait, je veux de la congruence. C'est-à-dire que je veux être moi-même. Ouais. J'ai plein de défauts. Je dois avoir quelques qualités. Et c'est pas de la fausse modestie du tout ce que je te dis, mais c'est qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où tu t'acceptes comme t'es, et que t'es congruent et que t'es aligné, en fait, finalement, tes défauts, ils ont une explication, ils ont une cohérence, parce qu'on a toujours les défauts de ses qualités. Moi, j'ai pas envie d'être différent ou de montrer une autre personne. Voilà, j'ai envie de m'éclater professionnellement. C'est important pour moi. Je me nourris, je grandis avec ça. Et en fait, je vais continuer sur ce voilà. Et puis, j'espère que mon fils verra un papa épanoui professionnellement, qui sera à la fois à l'abri matériellement pour pas vivre la même enfance que j'ai vécue, qui n'aura pas d'anxiété. Et également, peut-être, je l'espère qu'il sera un peu fier de son père, quoi. Ça serait chouette. On espère. Je l'espère Et aussi. je pense que t'es plutôt... J'espère. plutôt bien parti. J'espère. Après, il sera peut-être plus exigeant que toi et moi, tu sais. Ouais, mais après, c'est à toi de voir aussi ce que tu veux créer. On verra. Créer une petite machine. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, là, Antoine? Pour cette fin d'épisode, là, qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, pour l'avenir, pro, perso, peu importe. Écoute, je suis c'est toi qui clôture. Ouais, je suis très très heureux dans ma vie, de continuer à vivre des belles expériences, continuer à offrir aux jeunes une formation qui me permet d'être heureux quand je les vois réussir. Et puis d'un point de vue personnel, je peux citer Booba, souhaite-moi santé, bonheur, le reste on l'achètera. Merci à toi. Tu peux finir là-dessus. Merci Antoine Bertheux pour... Merci de ton accueil. Pour ton authenticité, parce que te connaissant de l'extérieur, j'ai quand même vu du coup que voilà, tu as quand même déconnecté côté commercial, directeur, et j'ai parlé avec Antoine, et c'est un plaisir en tout cas de t'avoir accueilli, parce que j'en doutais pas que j'allais essayer de t'amener là-dessus, sur ces sujets-là, mais tu l'as fait avec cœur, et je te remercie pour ça. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début d'épisode, à liker, à partager, à commenter sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Arthur Ménage et Antoine Bertheux ici présents. Vous allez voir dans tous les cas un post arriver incessamment. Et du coup, je vous dis à très vite la famille. Ciao, ciao.